There we go. Bonsoir à tous. On va vous donner juste une couple de minutes pour que les participants se joignent à nous. Donc, mes remerciements à tous d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce soir. Comme je l'ai mentionné dans l'invitation pour le webinaire ce soir, l'entraînement en sécurité informatique est désormais obligatoire pour tous les employés et bénévoles de la Ligue des cadets de l'air, particulièrement ceux qui ont un compte de courriel et ou ont accès à un réseau de la Ligue des cadets de l'air, soit au niveau national ou au niveau provincial. Sans cet entraînement, notre politique de responsabilité civile, notre police d'assurance, serait annulée. Voici quelques statistiques inquiétantes qui expliquent pourquoi cette politique est maintenant en place. Il y a une attaque de pirates informatiques toutes les 39 secondes. Les pirates, ça c'est aux États-Unis, c'est des statistiques des États-Unis. Les pirates voient 75 enregistrements ou volent 75 filières à chaque seconde. Et la cybercriminalité est plus rentable que le trafic mondial de drogue illégale. Il est donc clair qu'en tant qu'organisation, nous devons faire ce que nous pouvons pour nous protéger et offrir une formation de l'entraînement en cybersécurité est un bon point de départ. J'ai donc le plaisir de vous présenter M. Kim Edwards de K2E Sécurité qui a aimablement accepté de nous donner une présentation à ce sujet ce soir. Kim est en fait un ancien cadet de l'air de la petite ville d'Englehart en Ontario. Il a obtenu un diplôme de génie électrique du Collège militaire royal du Canada en 1991. Après avoir servi 5 autres années dans le militaire, il a quitté l'armée pour terminer une maîtrise en génie électrique avec spécialisation en cryptographie à l'Université Queen's à Kingston. Kim a commencé sa carrière dans le domaine de la sécurité de l'information et des réseaux chez Nortel de 1998 à 2008. En 2008, Kim a lancé sa compagnie K2E Sécurité et son entreprise fournit divers services de conseil professionnel en sécurité de l'information et des réseaux. Ses clients sont des organisations comme la nôtre à but non lucratif, des entreprises privées, des sociétés de services publics et le gouvernement fédéral. Avant que je donne la parole à Kim, je précise que si vous avez des questions, veuillez les poster sur le Q&A et durant la présentation, Kim pourra répondre à vos questions. Pas besoin d'attendre à la fin de la présentation pour poser vos questions. Donc, Kim, bonsoir. À vous la parole. Merci Pierre pour la belle introduction. Bienvenue à tous à la formation en cybersécurité. Je peux vraiment mettre l'emphase que c'est très, très important, vous comme utilisateur, de prendre des mesures sécuritaires quand vous faites votre travail électronique avec les cadets. Moi, je peux bâtir les meilleurs contrôles de sécurité, mais ça dépend comment vigilant vous êtes comme utilisateur. Sensibilisation. C'est quoi les risques? On va essayer de vous faire comprendre c'est quoi les risques. Puis je suis sûr que vous en connaissez déjà les risques.
parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive avec les pirates informatiques. Je vais essayer de vous identifier les risques et vous aider à prendre des meilleures décisions comme utilisateur pour réduire ces risques. Pourquoi c'est important? C'est toujours l'information. On veut protéger l'information qui est très importante, comme nos comptes de banque, les comptes de travail et surtout l'information personnelle. Puisque vous travaillez avec des mineurs, les cadets, leur information, c'est encore plus important à protéger. Vous protégez la vie privée des autres et aussi vos amis et collègues de travail. L'ingénierie sociale, c'est qu'est-ce qui est très, très important parce qu'on le voit toujours. Les malfaisants ils essaient de vous duper afin de recevoir des renseignements comme votre mot de passe ou pour vous faire commettre un crime. Il y a plusieurs façons d'attaque. Il y a l'appel téléphonique. Je suis sûr que la plupart de vous, vous avez reçu des appels du gouvernement, surtout Revenu Canada, indiquant que vous devrez payer ça dans 2 jours, vous allez aller en prison. Ça, c'est des imposteurs, c'est des faux appels, c'est des attaques. Puis le numéro 1 qu'on voit tous les jours comme utilisateur, c'est l'hameçonnage. En anglais, je vais des fois mettre le terme en anglais parce que des fois, hameçonnage, parce que le monde va dire c'est quoi ça. En anglais, c'est phishing. Donc, si vous recevez un courriel hameçonnage, ça se peut qu'il essaie d'avoir votre mot de passe. L'hameçonnage, c'est toujours par un courriel qui essaie de vous truquer, vous duper à faire une action. Puis il utilise souvent l'urgence et des émotions comme la peur, la curiosité ou la compassion. Kim, c'est Pierre, juste une seconde. Est-ce que tu pourrais descendre ton micro un peu parce qu'il y a beaucoup de bruit avec l'air qui sort de ta bouche. Là. OK. Alors, je vais mettre un autre ordinateur à terre. C'est peut-être le ventilateur de celle-là. C'est-tu mieux? Oui, c'est comme it's the noise coming from as you speak in the mic because there's a lot of wind noise. So if you move it away, that should be good. Let me do one other thing here. Oh, that sounds good. I think that's much better already. Yeah. Oh, really? Yeah. Okay, let me know if it persists. I'll turn the fan off as well. Okay. Un courriel qui cherche à vous nuire, ils vont essayer de vous faire cliquer sur un lien qui est malfaisant ou télécharger un fichier. L'autre affaire qu'ils peuvent vous faire, c'est donner l'information importante, right? Comme votre mot de passe. Voici un courriel d'hameçonnage. Celui-là, c'est vraiment évident. La somme d'argent, c'est énorme. Puis il y a beaucoup de mots, des fautes d'orthographe et des fautes grammaticales. Ne sont pas toujours évidents comme celle-là. La meilleure affaire que je peux vous mentionner aujourd'hui, c'est soyez vigilants. Soyez toujours prudent quand vous ouvrez un courriel. Ça a l'air que ça peut venir de quelqu'un que vous connaissez, mais leur courriel électronique a été compromis. Donc, des fois, ça vient d'un membre de famille, un ami, quelqu'un du travail, mais souvent, ça vient d'un inconnu. Donc, il y a quelque chose que vous devrez toujours concentrer quand vous lisez un courriel. C'est qui, ça vient de qui? L'expéditeur. Ça, c'est la première affaire que je recherche. Ça vient de qui, cette courriel? La deuxième affaire, c'est quoi le contexte? Ça a-tu rapport avec le travail que je fais? Sinon, j'oublie ça. Je sais que ça vient d'un inconnu, puis c'est l'hameçonnage. Et l'autre affaire, c'est le contenu. C'est quoi, qu'est-ce qui est dans
le courriel. Ça, c'est quand vous allez identifier les fautes d'orthographe ou si le message fait absolument pas de sens. La mystification. Ça peut aller ensemble avec l'hameçonnage. En anglais, la mystification, c'est spoofing. Ça, c'est quand l'expéditeur essaie d'être un imposteur avec quelqu'un d'autre. Donc, il recherche à être Pierre Fogg. Il envoie le courriel de sa part, mais ça ne vient vraiment pas de lui. Ils veulent vous duper à faire cliquer sur le courriel électronique. Soyez aussi prudent si le courriel a été envoyé à plusieurs personnes. Ou l'autre affaire, quand vous voyez ça va à personne. Ça veut dire que ça se peut qu'il l'a envoyé à 1000 personnes en espérant qu'il va y avoir une personne qui va cliquer sur le lien. L'autre affaire, c'est méfier des services de courriel gratuits. Quoi vérifier? J'ai déjà mentionné plusieurs fois l'expéditeur. Souvent, vous pouvez déterminer que c'est un hameçonnage. Devrais-tu recevoir cette information? C'est une autre affaire. Est-ce que tu t'entendais à recevoir un courriel comme ça? Est-ce que ça fait du sens, le contenu? Fais attention quand il y a des erreurs de grammaire. Fais attention avec les liens et des fichiers joints parce qu'ils essaient de vous duper à cliquer sur le lien et commettre une action que vous ne devrez pas faire. La dernière chose, ne jamais, jamais donner votre mot de passe. Même si votre soutien de support informatique vous demande votre mot de passe, puis c'est la vraie personne, vous ne devrez jamais donner votre mot de passe, même à eux autres. Moi, je travaille dans le soutien des fois comme administrateur, puis je ne demanderai jamais à un utilisateur pour son mot de passe. Si j'ai vraiment besoin, je vais changer le mot de passe qu'il y avait, puis rentrer dans leur compte, mais on ne fait jamais ça anyway parce que c'est votre compte et la seule affaire qu'on va faire, c'est vous aider à rentrer dans votre compte si vous êtes bloqué ou vous n'avez pas les permissions de rentrer. OK, un exemple. C'est envoyé à quelqu'un de aircadetleague.com. Ça a l'air que ça vient du directeur des cadets. Une des affaires qu'il faut chercher, c'est quoi le courriel associé avec le titre. Directeur des cadets, c'est juste du texte. L'affaire en rouge ici, c'est le courriel. Puis vous voyez que c'est un courriel vraiment bizarre avec beaucoup de chiffres qui ne fait pas de sens. Pourquoi le directeur des cadets envoyerait un courriel électronique utilisant un courriel personnel? Il ne le ferait pas. Il utilisait le aircadetleague.com. Ça, c'est le numéro 1 à faire. Vous pouvez probablement éliminer 80% de vos hameçonnages avec celle-là. Donc, ça ne suffit pas de juste regarder le texte. Il faut que vous regardez le courriel associé avec le texte. Je ne pense pas que vous utilisez ça, mais c'est peut-être dans vos compagnies, les organisations que vous travaillez pour. Il y a peut-être des mots-clés comme externe, des avertissements que ce courriel ne vient pas de votre organisation. Encore, y a-t-il des erreurs de grammaire? Puis, l'autre affaire que vous devrez toujours regarder, c'est ça a-t-il du bon sens, du contexte avec votre travail, ce courriel-là? Quand cliquer? On ne devrait jamais cliquer les liens sans avoir inspecté le lien. La meilleure affaire que vous pouvez faire, c'est de mettre le souris par-dessus le lien. Pas cliquer, juste poser la souris par-dessus, puis ça va vous montrer c'est quoi le hyperlien en dessous du texte.
Parce que qu'est-ce que vous voyez, c'est du texte, ce n'est pas nécessairement le lien. Là, je vais faire une petite démonstration. OK. Cet lien-là, ça a l'air de cbc.ca. Si je clique dessus, voilà, c'est pas cbc.ca, c'est cnn.com. Vous devrez toujours, comme j'ai dit, poser la souris par-dessus. En anglais, on appelle ça hover over the link. Posez la souris par-dessus et voilà, vous voyez c'est quoi le lien. Tous les logiciels sont différents, ça c'est Word, mais dans un courriel, ça va probablement être dans la barre en bas, dans le bas où ça montre le status. Donc, si vous doutez que le lien n'est pas correct, n'allez pas dessus. Comment inspecter les liens? On va donner 3 exemples ici. Le premier, c'est paypal.com. Ça, c'est, quand je le regarde, c'est un bon lien, puis je vais vous montrer pourquoi. Le premier barre oblique, tout ce qui est à droite, ça ne vaut rien. On ne regarde pas ça du tout. On regarde tout ce qui est à gauche de la première barre oblique. Dans ce cas-là, puis on regarde les 2 premiers mots. Paypal.com. C'est bon parce que PayPal, c'est vraiment leur domaine, puis c'est correct ce site web-là. Si je prends le deuxième, ça a l'air de paypal.com encore, mais il y a d'autres affaires à côté dessus. .vendre-acheter.cn. Donc, comme j'ai dit, c'est tout ce qui est à gauche de la barre oblique. Dans ce cas-là, c'est CN, puis c'est vendre-acheter. C'est pas paypal.com, ça. Si vous cherchez ce domaine-là, ça n'existerait pas ou ça va être un malfaisant qui essaie de vous truquer. Paypal.com, c'est ajouté là pour, premièrement, vous faire penser que c'est paypal.com. Puis le dernier exemple, ça a l'air banqueroyale.com. Souvent, ils essaient de vous truquer en mettant des substitutions de lettres. Dans ce cas-là, c'est un 0 et ce n'est pas le O. C'est des fois très difficile à voir, mais il faut que vous regardez tout. Des fois, il va y avoir une lettre de différence. Puis, ça a l'air comme le vrai site, mais ce n'est pas. Le piège du mot de passe. Ça, c'est très important. Comme je vous ai dit, donnez jamais votre mot de passe par courriel. N'entrez jamais votre mot de passe quand quelqu'un vous donne un lien. Quand vous n'avez même pas demandé, vous n'avez pas fait un j'ai oublié mon mot de passe, puis vous receviez un lien, ça c'est normalement correct. Quand vous recevez un autre courriel par hasard, puis vous dites que votre mot de passe va expirer dans 2 jours, si vous lisez ce courriel-là, c'est garder votre mot de passe existant. Si votre mot de passe va expirer, pourquoi il demanderait de garder votre mot de passe existant? Ça expire pour une raison, parce qu'ils veulent que vous changez votre mot de passe. Dans ce cas-ci, ils veulent capturer votre mot de passe qui existe maintenant pour qu'ils puissent faire rentrer dans votre compte courriel et faire des activités pirates. Puis ils vont toujours mettre, je ne devrais pas dire toujours, souvent ils mettent des icônes de la compagnie, comme ici, ça a l'air de Office 365, ça a l'air que ça vient de Microsoft, mais dans le fond, c'est un piège. L'autre affaire, si vous vraiment doutez que le lien n'est pas correct, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais faire, on va dire PayPal. Je vais faire des recherches dans mon navigateur sur PayPal, puis je vais aller sur le site par Google. Quoi faire quand vous n'êtes pas certain? Si vous n'êtes vraiment pas certain du courriel qui est venu, puis c'est un courriel que l'utilisateur
n'utilise pas jamais, envoyez un courriel électronique avec le courriel que vous connaissez. Puis demandez-leur, avez-vous m'envoyé ce courriel? L'autre affaire, vous pouvez appeler et dernièrement, vous pouvez peut-être texter. Et souvent, à cette heure, les partenaires qu'on travaille avec, ils ont leur compte compromis et ils vous envoient un courriel malfaisant. C'est pas eux autres, c'est les pirates informatiques qui envoient un courriel de leur compte. Donc, si le contexte et le contenu ne fait pas de sens et vous avez inspecté le lien et ça ne fait pas de sens encore, vous devrez contacter la personne ou juste ignorer le courriel. Puis si vous n'êtes pas certain, contactez la personne, soit par téléphone, texte. C'est très difficile à l'envoyer un courriel parce qu'on ne sait pas si la vraie personne va la recevoir ou le pirate informatique. Et quand vous avez des fichiers des fichiers joints qui sont douteux, ça vient des sources douteuses, n'ouvrez jamais ces fichiers-là. Quand vous avez des doutes, demandez de l'aide. Si vous avez un soutien de support informatique, demandez-leur de l'aide aussi. Les mots de passe. La plupart des attaques font par les mots de passe et c'est souvent des mots de passe faibles. Après, je vais donner un lien où vous pouvez vérifier si votre mot de passe est compromis et sur le... Excuse, je ne connais pas le terme en français. Ça s'appelle the dark web. Donc, c'est sur l'Internet, le marché noir de l'Internet, on va dire. Vous devrez... c'est recommandé que vous allez sur ce site et vous cherchez si votre mot de passe est sur le marché noir. Maintenant, les mots de passe de 8 caractères, ce n'est pas assez fort. Je peux les dévoiler dans 3 jours avec des logiciels. Le standard à cette heure, c'est au moins 12 caractères. Là, tout le monde va rouler leurs yeux et dire « Oh my God, c'est très difficile de se rappeler de 12 caractères. » La plus facile façon, c'est d'utiliser des mots. Pas un mot, au moins 2 mots. Quand vous les mettez ensemble, puis c'est des mots qui ne font pas de sens ensemble, ça fait des très, très, très bons mots de passe. Puis vous pouvez les souvenir plus facilement que des mots de passe aléatoires. Un couple d'affaires, toujours mettre un des mots avec une lettre majuscule et un nom, puis un symbole qui peut-être sépare les mots. C'est très important aussi si vous pouvez configurer authentification à 2 facteurs. Qu'est-ce que ça vous aide? C'est si jamais votre mot de passe est compromis, les pirates informatiques ne peuvent pas rentrer dans votre compte parce qu'ils n'ont pas l'authentificateur à 2 facteurs. Puis c'est quoi l'authentificateur? C'est souvent un logiciel que vous mettez sur votre téléphone avec peut-être Office 365, ça s'appelle Microsoft Authenticator ou Google Authenticator pour Gmail. Puis vous mettez le logiciel sur votre téléphone, puis ça va montrer à chaque 60 secondes 6 chiffres. Quand vous rentrez dans votre compte, vous mettez ces 6, vous entrez votre mot de passe et deuxièmement, vous entrez les 6 chiffres. Souvent, il laisse aussi l'habilité d'envoyer ce qu'il appelle, excuse, je ne connais pas le terme, c'est push notifications. Vous recevez une alerte sur votre phone, sur votre téléphone qui indique est-ce que vous approuvez cette authentification. Puis là, vous faites oui ou non.
Ça, c'est très important. Ça sauve beaucoup de personnes contre leur mot de passe compromis. Si jamais vous avez ça déjà configuré, puis vous recevez une authentification, puis vous n'avez même pas fait une entrée de mot de passe, méfiez-vous que votre mot de passe est peut-être compromis, que quelqu'un a votre mot de passe, puis essaie de vous duper à faire accepter l'authentification à 2 facteurs. Oh, c'est très difficile à dire ce mot-là en français. Puis, deuxièmement, une phrase de passe est généralement sécuritaire et facile à retenir. C'est quoi des bons mots de passe? Ça, c'est des mots de passe 3 mots, sont plus compliqués, c'est très difficile à faire. Les pirates ne peuvent pas dévoiler cette mot de passe. Pour vous autres, 2 mots, ça suffit. Ou vous pouvez mettre ça aléatoire si vous avez un logiciel qui sauvegarde vos mots de passe que je vais discuter après cette slide. Excuse. Les mauvais mots de passe, il y a souvent du monde qui utilise le mot password. Moi, je dirais que quand je fais des attaques de mots de passe pour des clients, il y a peut-être 20% des mots de passe qui utilisent le mot password dans une certaine forme. Ils changent les S pour les signes de dollars ou changent les lettres pour des chiffres. Puis quand on fait ça, change les lettres pour des chiffres ou les S pour les signes de dollars, ça rajoute 0 sécurité. Comme quand on essaie de craquer des mots de passe, c'est dans tous les logiciels de faire ces changements qu'un utilisateur fera. Donc, vous pensez que ça vous aide, mais ça ne vous aide pas vraiment. Surtout, n'utilisez pas des mots qui font partie de votre organisation, comme avion, cadet, ligue. Ça, c'est des mots que vous ne devrez jamais utiliser parce que ça appartient à votre domaine, puis les pirates vont utiliser ces mots en premier. N'utilisez jamais un mot de dictionnaire. Écrivez ou notez jamais votre mot de passe sur un morceau de papier. On ne partage jamais son mot de passe. Inverser les mots, c'est très facile à dévoiler aussi. Et surtout, n'utilisez pas le même mot de passe pour tous vos comptes électroniques. Évitez le nom d'utilisateur, des noms de la famille, le nom de votre enfant, le nom de votre époux, épouse. N'utilisez pas des dates comme les dates de fête, les dates d'anniversaire, les endroits comme où vous êtes né. Oubliez tous ces mots de passe-là. Utilisez les combinaisons de mots au hasard qui ne font pas de sens, comme fourmi mange souris. Ça ne fait pas de sens, c'est impossible. Ça, c'est les meilleures sortes de mots de passe. Il y a 2 logiciels que je mentionne ici, que ils peuvent protéger votre mot de passe ou plusieurs mots de passe sécuritaires. Et quand vous allez sur le site web, ils vont auto-populer les mots de passe et votre utilisateur dans le site web. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un mot de passe aléatoire, puis ça peut être différent pour toutes les différentes applications logicielles que vous rentrez dedans. C'est LastPass puis OnePassword. OnePassword, c'est surtout pour les ordinateurs comme les Macintosh ou les iPhones. LastPass, c'est pour toutes les plateformes. L'autre affaire que vous pouvez rencontrer, c'est les logiciels malveillants. Il y a différents types de logiciels malveillants. Il y a le cheveu de Troie ou le Trojan. Et ça a l'air d'un vrai logiciel.
vous êtes dupé parce que ça a l'air vraiment peut-être d'un logiciel que vous avez déjà utilisé dans le passé. L'autre type, c'est le virus de cryptage web. Ça, c'est quand vous allez sur un site à risque élevé et le site elle-même est infecté. Les pirates de navigateurs, ça, c'est quand vous allez sur un site web et ça vous redirige à un autre site. Puis l'autre site, c'est probablement un site à risque élevé. Les infecteurs de fichiers, ça c'est quand le logiciel malveillant est rentré dans un fichier. C'est surtout quand c'est exécutable. Vous cliquez dessus, puis ça fait des activités pirates. Et il y a aussi les macrovirus. Ça, c'est quand c'est des macros attachés dans Word ou Excel, PowerPoint, et on peut faire quasiment n'importe quoi dans un macro. Donc, ils peuvent mettre le logiciel malveillant dans les macros elles-mêmes. Donc, quand vous ouvrez le fichier Word, ça peut faire beaucoup de travail que vous ne voyez pas, comme connecter à l'Internet, télécharger un fichier qui est malveillant sur votre ordinateur et faire d'autres activités. So, il y a plusieurs façons d'avoir un virus. La plupart, ils viennent des fichiers joints ou quand vous cliquez sur un lien. C'est pour ça que j'ai mentionné souvent, ne cliquez pas sur le lien. Inspectez le lien avant, puis ensuite, si vous êtes 100% confiant, cliquez sur le lien. Souvent, c'est caché dans des annonces publicitaires. Donc, quand vous allez sur l'annonce, ça peut faire télécharger le virus sur votre ordinateur. Il y a les réseaux sociaux aussi qui sont renommés pour transmettre les logiciels malveillants. Et on a vu des exemples comme « Ah, je t'ai vu dans cette vidéo drôle ». Là, vous êtes intrigué, vous cliquez sur la vidéo, puis vous êtes compromis. Évitez de télécharger des applications, des logiciels qui viennent des sites à risque élevé. Ce n'est pas les sites officiels, c'est des sites à risque élevé parce que vous ne voulez pas peut-être payer pour le logiciel. Ça se peut que c'est correct, ça se peut que c'est aussi plein de virus dedans. Comment se protéger contre... qu'est-ce qu'un virus peut faire? Le pire, c'est effacer des données. Là, vous n'avez plus vos fichiers, vous n'avez pas votre information importante. C'est perdu, vous n'avez pas sauvegardé cette information à d'autres places, vous perdez votre information. Peuvent prendre votre mot de passe et le transmettre à l'Internet, peuvent corrompre des fichiers, peuvent envoyer des ça c'est une erreur, excuse-moi, des courriels à vos contacts. Je vais juste noter ça là. Prendre contrôle de votre ordinateur. L'autre affaire, c'est bloquer accès à vos données. C'est ça, celle-là, ils vont chiffrer vos fichiers, crypter vos fichiers. Ça s'appelle ransomware en anglais ou rançongiciel en français. Et vous ne pouvez pas ouvrir vos fichiers. Vous devrez payer un rançon pour avoir la clé pour les déchiffrer. Puis ensuite, vous pouvez les ouvrir. L'autre méthode de combattre cela, c'est d'utiliser des
fichiers qui ont été sauvegardés ailleurs, qui n'ont pas été chiffrés. Quelques indices que vous pouvez regarder que vous êtes peut-être infecté, c'est il y a plusieurs fenêtres ouvertes. L'autre, le navigateur, votre page d'accueil est différente maintenant. Il y a beaucoup de courriels qui sont générés ou qui sont envoyés de votre compte électronique. Votre ordinateur arrête complètement et recommence. L'ordinateur est très lent. Très lent, ça arrive souvent quand l'ordinateur est vieux aussi. Donc, mettez pas beaucoup d'emphase quand l'ordinateur est lent. Mais si vous avez acheté un nouveau ordinateur puis ça commence à être lent après une semaine, ça se peut que vous avez un logiciel malveillant dessus. Regardez s'il y a des programmes inconnus, des programmes que vous n'avez jamais installés. Et si votre mot de passe change et vous ne l'avez pas changé ou vous n'avez pas initié ce changement-là, ça peut indiquer aussi que vous avez un virus informatique. Comment protéger votre information et vos appareils? Première affaire, sauvegardez vos documents. C'est pourquoi c'est très bon de les garder sur OneDrive ou SharePoint, sur des stockages en ligne ou Google Drive si vous avez Gmail. C'est très important. Vous pouvez toujours prendre une version plus récente si jamais vous avez téléchargé un fichier avec le logiciel malveillant dedans. Gardez vos logiciels, vos applications à jour. Ça veut dire accepter quand Windows veut faire des mises à jour. Ne faites pas approuvez-les. Ne faites pas des délais. Approuvez et faites des mises à jour aussitôt que c'est possible. Le plus vite, le meilleur que vous êtes protégé. Vous pouvez aussi installer, configurer des logiciels antivirus. Faites attention parce que des fois, il y a des logiciels antivirus que c'est vraiment des logiciels malveillants. Ils se déguisent comme un antivirus. Le meilleur gratuit, c'est le Windows 10 Windows Defender. Donc, celui-là vient avec Windows 10. C'est facile à configurer et c'est gratuit. Si vous avez de l'argent et vous voulez l'antivirus qui est le meilleur sur le marché à l'instant, c'est CrowdStrike. Ils n'utilisent plus l'ancienne méthode où ils utilisent des définitions de virus, puis ils font des file scans, excuse, je ne connais pas le terme en français pour ça là, pour vérifier si le fichier a un virus dedans. CrowdStrike utilise des méthodes plus comme des attaques. OK, il y a un fichier qui a été téléchargé de l'Internet. Puis ça vient d'un autre logiciel qui est venu de l'Internet. Ils vont probablement bloquer ça. Puis ils sont très, très... ils n'ont pas beaucoup de fausses positifs dans détecter des mauvaises actions. Et ne téléchargez pas des fichiers, des logiciels qui ne viennent pas des sources officielles. Ça fait une couple de fois que je vous le dis ça là, mais c'est très important parce que vous ne saviez pas qu'est-ce qui est dedans le logiciel parce que c'est un site pas officiel. Pour les propriétaires de Mac, ça vient avec ExpertAct. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter un antivirus. Et surtout, les virus sont plutôt
prédominant avec Windows que les Mac. C'est très rare que les Mac ont des virus. Pour Windows, c'est Windows Defender. On va vous donner la présentation après en forme PDF. Donc, vous pouvez aller sur ces étapes-là, cliquer sur démarrer, puis vous recherchez icône réglage. Finalement, vous allez aller dessus sécurité de Windows et Windows Defender. Et la dernière affaire que vous allez faire certain, c'est la protection en temps réel. Ça, c'est très important que vous avez ça activé. OK, les Wi-Fi publics, les points d'accès sans fil. Quand c'est public, c'est très difficile à savoir si c'est quelque chose de réel, quelque chose qui est sécuritaire. Quand il n'y a pas l'icône de sécurité dessus, puis vous ne mettez pas un mot de passe, ça veut dire que l'information passe dans les ondes non chiffrées. Donc, quelqu'un qui peut intercepter ces ondes-là peuvent lire exactement qu'est-ce que vous envoyez. Sauf si vous utilisez un autre logiciel comme un VPN ou HTTPS qui va chiffrer tout le contenu. Si vous utilisez HTTP ou une autre application qui ne fait pas le chiffrage, ils peuvent tout lire le contenu. Donc, ils peuvent peut-être voler vos mots de passe. Des exemples de Wi-Fi de lieux publics, c'est les hôtels, les aéroports. Souvent, il y a du monde à des aéroports qui vous dupe en mettant le même nom du Wi-Fi, puis sont à côté de vous. Donc, quand vous voyez, quand vous allez sur la section Wi-Fi de votre ordinateur, quand c'est une antenne, ça veut dire que c'est un point d'accès. Quand ce n'est pas une antenne puis c'est un ordinateur, c'est quelqu'un qui essaie de vous duper puis connecter à leur ordinateur pour qu'ils peuvent tout insérer votre trafic. Faire certain que ça l'aide d'une antenne et non un ordinateur l'icône. Question, Kim, retournant au logiciel d'antivirus, on demande est-ce que le logiciel, je vais le dire en anglais parce que c'est ESET-NOD32, ça dit quelque chose? Yeah. Comme ESET? Oui, ESET-NOD 32. Est-ce que c'est un bon antivirus? Oui, c'est très bon. Donc, les plus populaires sont CrowdStrike, ESET, McAfee, Symantec. C'est peut-être des logiciels que vous avez déjà entendus. Surtout le gouvernement, c'est surtout McAfee. Donc, oui, ESET, c'est bon. OK, merci. J'ai déjà mentionné les faux réseaux près des magasins ou dans l'aéroport et tout ça. Les analyseurs de paquets, ça, c'est quand ils utilisent les ondes, puis ils capturent les ondes, puis ils sont capables de voir l'information, sauf si vous les chiffrez en utilisant un VPN ou HTTPS ou une autre façon. Ça, c'est quand le Wi-Fi est public et non sécuritaire. Quand ils utilisent les protocoles comme WPA2 ou WPA, eux autres sont chiffrés de point A à point B. Dans les zones sont toujours chiffrées. OK, j'ai déjà mentionné deux des affaires, comment vous protéger. Utilisez HTTPS. Puis, premièrement, vous ne devrez jamais mettre un mot de passe quand c'est HTTP. S'il n'y a pas d'S puis quelqu'un vous demande de mettre votre utilisateur et un mot de passe, c'est très risqué
puisque HTTP est non chiffré. Ça passe exactement comme vous avez entré votre mot de passe. Quand il y a un S à la fin, c'est chiffré, c'est encodé, l'attaqueur ou le pirate ne peut pas rien voir. Le VPN, ça existe des services de VPN personnels. Vous pouvez payer, ça ne coûte pas cher, ça peut être 2 $ par mois. Et quand vous connectez au Wi-Fi public, vous commencez votre VPN, puis toute votre information qui va de point A à point B est chiffrée et protégée. L'autre affaire, désactiver la connexion automatique au réseau. Je sais, c'est très facile de le faire. Si vous êtes à la maison, c'est correct, c'est votre réseau. Quand c'est un Wi-Fi public, acceptez pas la connexion automatique. Puis par défaut, ils veulent tout le temps le configurer puis le laisser automatique. Il faut vous cliquer dessus pour l'enlever. Quelques questions, Kim. Okay. De retour au logiciel pour les mots de passe, on a parlé de 1Password puis LastPass. Il y en a d'autres sur le marché, spécifiquement Dashlane. Est-ce que c'est un recommandé? Je ne le connais pas du tout. J'ai jamais entendu cela. La meilleure façon, moi, je ne connais pas un logiciel, je vais faire des recherches sur Google. Je vais faire qu'est-ce que le monde pense de ce logiciel-là pour voir si c'est un logiciel malveillant peut-être, parce que la meilleure façon, c'est de faire penser que vous êtes un logiciel qui protège vos mots de passe, mais dans le fond, je copie tous vos mots de passe. Donc, moi, pour Dashlane, je ferai des recherches Google pour voir si c'est vraiment authentique. Et il n'y a pas de reviews qui disent que c'est un logiciel malveillant ou un scam. Pendant que tu parlais, j'ai fait le Google, puis les cybernews.com disent que oui, c'est sécuritaire. OK. Puis ils donnent toutes sortes d'informations techniques que je ne comprends pas du tout, mais ça a l'air d'être authentique quand on fait le logiciel. Une autre question. Pour un Chromebook, est-ce que ça vient avec un logiciel antivirus? Non, ça c'est très, très important. So, le Chromebook, il est très, très sécuritaire. Je n'ai pas entendu d'un virus jamais. Qu'est-ce que Chrome fait? C'est à chaque fois qu'il recommence. So, quand vous recommencez le Chromebook, ils ont un logiciel dedans qui vérifie tout. Il faut faire certain que c'est authentique, ça vient de Google. Puis là, quand ils passent tous ces tests-là, ça commence, puis ça ouvre, puis vous avez vraiment pas beaucoup d'accès à faire des affaires avec le Chromebook. C'est vraiment un navigateur, right? Donc, ils sont très, très sécuritaires. Okay, le monde qui ont un Chromebook, ils n'ont pas besoin d'acheter un autre antivirus. OK, les pare-feux, les VPN. Pare-feu, en anglais, c'est firewall. Pour ceux qui demandent c'est quoi pare-feu. C'est quand vous mettez, ça bloque le trafic qui vient à l'intérieur ou qui sort de votre réseau. Vous pouvez rajouter des règles pour ouvrir différents types d'applications ou de laisser différents types d'applications à rentrer dans votre réseau. C'est très bon pour bloquer certains sites aussi. Surtout les sites externes qui peuvent être peut-être à risque élevé. Windows, il y en a déjà un pare-feu qui vient avec l'ordinateur. Des fois, vous allez être bloqué et vous ne savez pas pourquoi. C'est probablement le pare-feu qui vous bloque. Un VPN, je vous ai déjà mentionné, ça chiffre les données ou les applications de point A à point B. C'est très, très bon.
Si vous utilisez HTTPS pour tout votre travail, le VPN, c'est peut-être pas nécessaire dans votre cas. Ça, c'est juste pour les mobiles, les téléphones, sur l'iPhone. Comment enlever la connexion automatique. Vous allez dans le réglage Wi-Fi et confirmer l'accès à réglage de Wi-Fi. Puis là, vous enlevez la connexion auto ou partagée. En général, c'est toujours dans une section Wi-Fi sur votre téléphone. OK, celle-là, c'est très, très important parce que vous avez des informations sur des mineurs, les cadets, l'information personnelle. Très important comment vous partagez cette information-là. Moi, je recommande souvent, c'est mieux d'avoir un lien à OneDrive ou SharePoint ou Google Drive ou un autre stockage en ligne que d'attacher un fichier à un courriel électronique. La raison d'être, c'est si votre courriel électronique, votre compte est compromis, le pirate informatique rentre dans votre compte, il a accès à tous les fichiers qui ont été attachés dans vos courriels. Si c'est un lien, ils vont cliquer sur le lien et là, ils doivent avoir un mot de passe. Mais si vous utilisez le même mot de passe, ça se peut qu'ils peuvent avoir accès à ça. Si c'est un lien dans un autre stockage en ligne, ils n'ont pas accès à ça. Donc, l'autre cas, c'est si vous utilisez Outlook ou un autre client de courriel, ils mettent les courriels sur le disque dur. Donc, si votre ordinateur se fait voler, je sors le disque dur, je peux lire les courriels qui sont, qu'est-ce qu'ils appellent dans le cache. Quand ils sont dans le cache, je peux les sortir et lire ces courriels-là. Si les fichiers sont attachés, je peux faire quelque chose. S'il y a des liens, je ne peux rien faire. Donc, première façon de partager des fichiers, c'est les logiciels de stockage en ligne comme OneDrive. Utilisez ça, c'est la meilleure façon. Aussi, vous pouvez partager avec les clés USB, mais les clés USB qui sont cryptées, chiffrées. Les non cryptés, chiffrés sont à risque si vous les perdez, parce que c'est très facile à perdre des clés USB. Vous perdez toute l'information qui est dessus. Quand c'est chiffré, vous avez confiance qu'elles ne peuvent pas avoir accès à cette information-là. Sauf si vous avez utilisé un mot de passe comme password pour ouvrir la clé chiffrée. La clé chiffrée. Une autre question, Kim. Quand on se sert d'un hotspot, je ne sais pas la traduction en français. Ah, ouais, je ne la connais pas non plus. Google me dit point chaud, mais c'est peut-être pas ça. Fais attention. Il ne faut pas se fier à Google. Un hotspot, là, pour les... quand tu te sers de ton téléphone pour te connecter à l'Internet, tu peux prendre ton téléphone, la fonction cellulaire, pour connecter ton portable à l'Internet. Quelle sorte de risque est-ce que ça met en jeu? Zéro risque. Ça, les hotspots, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme vous créez un appareil Wi-Fi sur votre téléphone pour que les autres puissent connecter. Vous pouvez connecter votre ordinateur à ce hotspot-là. C'est une connexion sécuritaire de votre ordinateur au téléphone. C'est 100 fois meilleur de faire ça qu'utiliser le Wi-Fi public. Je viens juste de recevoir un texte de José. C'est une borne Wi-Fi, hotspot, borne Wi-Fi. Borne? Borne OK. Wi-Fi. Wow. C'est une autre question. Si vous ne recommandez pas d'utiliser une adresse personnelle pour transmettre les documents,
pourquoi avoir enlevé l'adresse courriel du secrétaire? C'est cette personne qui transmet les documents du comité. Je ne suis pas certain que je comprends la question. Je pense que c'est peut-être une Ouais. question de procédure autre que de... Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quoi votre forme de travail dans votre région? Je ne sais pas si c'est quoi le courriel du secrétaire ou le courriel que vous avez enlevé. Est-ce que, peut-être c'est plutôt pour toi, Pierre, Je pense que ce serait une question pour au niveau provincial. C'est une question de procédure, je crois que c'est pas une question vraiment pour la sécurité informatique. C'est quelque chose qu'on peut poursuivre. Ça vient de Yann Poulain. Peut-être qu'on peut poursuivre après le webinaire. Oui, surtout si vous dites que la seule façon que vous pouvez communiquer, c'est par courriel personnel. C'est encore mieux si c'est votre seule option d'utiliser le courriel personnel, vous ne devrez pas attacher les fichiers dedans. Vous devrez utiliser OneDrive ou SharePoint. C'est 100 fois meilleur parce que les courriels personnels sont souvent compromis. Oui, mais c'est en fait la majorité, je dirais la majorité des courriels dans la Ligue des Canadiens, parce qu'on a 8000 membres. Okay. La majorité n'ont pas de courriel d'affaires pour la Ligue. On a seulement peut-être 200, j'estime, comme nous au Bureau national, c'est cadetligue.com, Cadet AR au Québec, etc. Puis, il y a juste à peu près, j'estime environ 200 courriels du genre. La balance des 8000 membres, comme de raison, ne sont pas tous sur des comités exécutifs ou des comités répondants, etc. Mais ça, quand même, ils n'ont peut-être pas le choix. Ils se servent de leur courrier personnel. C'est là qu'il devient important de... Je crois que ça je comprends, le Québec, Vallée d'Ottawa ont un très bon système pour assurer qu'au moins les fichiers peuvent se passer de façon sécuritaire à travers ils servent de SharePoint et de Microsoft Teams. Donc, mais c'est une question à référer, je crois, au directeur exécutif. OK. So, OK. Résumé, la meilleure affaire, inspectez vos courriels. Regardez si ça vient de qui l'expéditeur, c'est quoi le contexte du courriel. Les mots de passe. S'il vous plaît, utilisez des mots de passe qui sont forts et résistants. Comme je vous ai dit, je vais envoyer un lien à Pierre, puis là, vous allez être un petit peu méfiant de ce lien-là, mais c'est un très bon lien. Vous mettez votre mot de passe, puis ça va vous dire tout de suite s'il est sur le marché noir. Si c'est le marché noir, changez-les immédiatement. Les liens. Vous avez reçu un peu d'entraînement, comment inspecter les liens. Si vous n'êtes pas sûr, cliquez pas sur le lien. Souvent, les liens malfaisants ou malicieux sont très longs. Puis vous regardez, puis ça a l'air des domaines vraiment bizarres. C'est souvent un signe que le lien est malicieux. Les fichiers, soyez très, très prudents pour les télécharger ou les ouvrir. Allez juste sur des sources officielles pour télécharger vos logiciels pour faire certain qu'ils sont fiables.
Les réseaux publics, essayez de les éviter. Utilisez les bornes de téléphone. Allez seulement sur les sites HTTPS, surtout si vous êtes sur un réseau public ou si vous mettez votre mot de passe, c'est sûr, utilisez seulement HTTPS. Si le site, c'est vraiment pour l'information seulement, il n'y a rien de mal avec HTTP. Considérez un VPN personnel et un logiciel antivirus. Gardez toujours vos applications et Windows à jour ou votre macOS à jour ou vos téléphones à jour. Et faire certain que vous connectez pas automatiquement à n'importe quel réseau. Puis ça, en tout, soyez toujours vigilants parce qu'ils sont toujours là puis ils essaient toujours des nouvelles techniques pour vous truquer. Si c'est trop bon, méfiez-vous parce que c'est probablement quelque chose qui vont vous truquer. Question. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, mais pendant que j'ai Jean-Pierre qui maintenant fait partie des comment est-ce qu'on dit ça, panélistes. Comment on dit ça, Jean-Pierre, panéliste? Oh mon Dieu Seigneur, écoute, c'est difficile. M'entendez-vous bien, oui? Oui, on t'entend bien, oui. Alors, merci. Premièrement, bonsoir Jean-Pierre Beaulieu, votre directeur exécutif pour Québec et Vallée de l'Outaouais. Premièrement, merci d'être là en grand nombre ce soir à cette excellente présentation qu'on a la chance de recevoir. Il y a une des questions qui a été posée et qu'on a dit que ça revenait au directeur exécutif de répondre. Alors, effectivement, concernant les adresses courriels, nous avons été dans l'obligation de réduire de façon significative la quantité d'adresses que nous avions. Nous avions plus de 500 adresses à gérer et avec l'authentification en double facteur, la sécurité et toutes les exigences, il a fallu réduire de façon, comme je vous dis, vraiment drastique les adresses. Alors, au niveau des escadrons, j'ai donné comme directive de conserver 2 adresses qui sont soit l'adresse du président et du trésorier. Nous avions les adresses secrétaires que nous avions créées l'année dernière, au début de la COVID. Nous avions également les adresses comité et les adresses cadet-commandant. Nous avons été dans l'obligation de les fermer. Je profite de la plateforme ce soir pour vous dire que, comme vous savez, nous avons Office 365 qui est un logiciel gratuit. Alors, c'est important de comprendre que maintenant, Office 365, pour continuer à nous offrir de façon gratuite en tant qu'OBNL leur plateforme, il faut s'assurer que chacune de nos boîtes, on a 85 % de nos boîtes qui sont consultées ou utilisées minimum une fois par semaine, sans quoi nous allons perdre l'accès à la plateforme gratuite et qui pourrait représenter une somme quand même là, très élevée en termes de licence annuellement. Vous allez d'ailleurs recevoir une communication dans les prochains jours à ce sujet. Alors, c'est la raison pour laquelle on a minimisé la quantité d'adresses et qu'on a conservé là, vraiment là, président et puis trésorier au niveau des escadrons et au niveau des comités régionaux, coordonnateurs, ainsi que tous ceux qui ont une position de coordonnateur adjoint et, ou je devrais dire, une position en tant que conseiller aux escadrons. Alors, j'espère que j'ai réussi à répondre à vos questions ce soir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer directement avec moi à mon adresse direcexec@kdr.ca. Merci, puis je vous laisse sur ça, puis je suis toujours disponible. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cette précision. Kim, on reçoit des remerciements de plusieurs qui nous quittent pendant qu'on à la fin de ta présentation. De la part de tous, je te remercie beaucoup de nous avoir présenté une excellente présentation sur la sécurité cyber, d'informatique. C'est un domaine qui devient de plus en plus important. Et nous avons l'intention pour tout le monde de répéter cette
ce webinaire vers la fin de septembre, début octobre. On va ouvrir l'enregistrement à tous les membres de la Ligue des cadets de l'air qui sont intéressés. Et on va placer la présentation sur le site web. Ça devrait être disponible vers lundi prochain. Donc, je vous remercie encore d'avoir pris le temps de nous joindre à nous ce soir. Et merci encore, Kim, pour une excellente présentation. Merci tout le monde. Bonsoir tout le monde. Okay, bye. Bye bye. Bonsoir.